C'est tout un plaisir, très heureuse et avec toute l'équipe, NAP saluer Monsieur Stanley Lucas. Bonsoir. Bonsoir à toi et bonsoir à ton équipe et bonsoir à tous les auditeurs contents d'être avec vous cet après-midi. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur l'autoroute Expressway 96.1. Aujourd'hui, c'est le jour J et le jour des élections pour les États-Unis, midterm election, the best way to say it. Et vous suivez comment ça se produit en ce moment. Et à Palm Beach, il y a pas mal de gens qui sont motivés. Non seulement à Palm Beach, il y a aussi dans la zone au nord, à New Jersey. On a aussi des candidats. On a des candidats un peu partout. Dites-nous, comme quelqu'un qui est un expert, qui sache bien comment se déroule la politique américaine, qu'est-ce que vous constatez? Bon, encore une fois, moi, salut tout auditeur, je salue les auditeurs. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a les élections aux États-Unis. Les postes en jeu au niveau de la Chambre des représentants sont 435 postes et au niveau du Sénat, il y a 33 postes ouverts et au niveau des gouverneurs, il y a 39 postes. Donc, avant même l'organisation de ces élections, les républicains au niveau de la Chambre des représentants contrôlent 234 postes de députés. Les démocrates contrôlent à peu près 201. Donc, au niveau des postes de gouverneurs, 21 sont démocrates et 14 sont républicains. Donc, dans le cadre des postes au Sénat, la grande majorité des postes qui sont en jeu sont contrôlés par des démocrates et les postes qui sont compétitifs, ce sont les postes que Barack Obama avait gagné les démocrates dans ce qu'on appelle les États rouges. Donc ici aux États-Unis, il y a deux catégories d'États et ce sont les États rouges, ça veut dire à dominance républicaine, et les États bleus. Donc il y aura aussi des élections, il y a des élections aujourd'hui pour 46 législatures au niveau des États, à l'exception de la Louisiane, le Mississippi, le New Jersey et la Virginie. Donc, l'ambiance électorale aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, c'est qu'il y a à peu près 7 sur 10 Américains qui vont voter aujourd'hui qui ne sont pas contents. Ils n'aiment pas la direction qu'est en train de prendre les États-Unis à travers les différents sujets et les différents points qui sont importants pour l'électorat américain. Selon les sondages, 47% des gens qui vont voter sont intéressés à la situation économique, 17% sont intéressés sur le dossier de l'immigration, 16% sur la question de la réforme de santé connue sous le nom d'Obamacare, et il y a seulement 12 à 8% qui sont intéressés sur les questions de sécurité nationale. Donc, quelque chose qui est en train d'affecter ces élections, c'est particulièrement le taux de popularité du président Obama. Et le président Obama a, comme on dit ici, un taux de popularité qui est assez bas. Le nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec sa façon de gouverner varie d'une zone à une autre. Par exemple, dans le nord-est des États-Unis, près de 51% des gens ne sont pas d'accord avec sa gestion. Mais est-ce que c'est pas toujours l'habitude lorsque les présidents sont en
presque à la fin de leur terme, il y a pas mal de gens qui sont dissatisfaits. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens insatisfaits et pour les élections qu'on appelle ici midterm, ici aux États-Unis, la plupart des présidents des États-Unis, lors de ces élections, la plupart de ces présidents, ils perdent toujours, le parti au pouvoir perd toujours des postes au cours de ces élections. Et le président Obama, je crois, lorsqu'on fait la somme des présidents des États-Unis, et il y a un dossier de catégorisation de ces présidents en fonction des postes perdus lors de ces élections qu'on appelle midterm. Je crois que le président Obama, avec les démocrates, sont en 4e position en 2000. Lors de ces dernières élections, ils ont perdu à peu près 53 postes et au niveau de ces élections. Bon, je crois que le président a avoir perdu le plus de postes est, je crois, le président Roosevelt avec 83 postes. Donc, comme je disais, dans le Midwest, il y a 56% qui n'approuvent pas la façon dont le président dirige les États-Unis. Dans le sud, c'est 52%. Dans l'ouest, c'est 55%. Et au milieu de la population rurale, le taux est plus élevé. Donc, je dois dire aux auditeurs qui écoutent la radio, dans la politique américaine, il y a un outil qui permet de déterminer le taux de popularité du président. Cet outil qui est utilisé dans la démocratie s'appelle le sondage. Donc, ce sondage permet d'identifier le taux de popularité du président des États-Unis. Donc, au niveau du Sénat, il y a, comme je le disais tout à l'heure, 55 postes qui sont contrôlés par les démocrates et les républicains ont 45 postes. Donc, les États où la compétition électorale est intéressante au niveau du Sénat, c'est Alaska, Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Kentucky, la Louisiane et la Caroline du Nord. Donc ce soir, s'il y a des États qu'il faut regarder, particulièrement la Caroline du Nord et le New Hampshire, les résultats, je crois que New Hampshire et la Caroline du Nord sont les deux premiers États qu'il faudra regarder. Si les démocrates arrivent à garder les sièges au niveau de ces deux États, la soirée sera une bonne soirée pour les démocrates qui vont garder le contrôle du Sénat. Mais si par contre les résultats dans la Caroline du Nord et New Hampshire ne sont pas bons pour les démocrates, eh bien, ça veut dire que ce sera une bonne soirée pour les républicains. Les derniers résultats enregistrés au niveau des sondages donnaient par exemple au niveau de Iowa, la républicaine Joni Ernest était à 1% d'avance, donc dans les sondages elle était à 46% et le démocrate Bradley était à 45%. Dans le Kentucky, Mitch McConnell, qui est le républicain, il était à 47,5% et le démocrate Grimes à 42%. Alison Grimes, c'est une femme qui a mené une campagne très dure contre le leader de la minorité républicaine au Sénat. Et dans l'État de la Virginie, le démocrate Mark Warner est en avance avec 48,5% dans les sondages par rapport au républicain Ed Blasi qui est à 38,8%. Le Colorado, le républicain Cory Gardner est à 46,9%, tandis que Mark Udall, le démocrate qui est dans la fonction actuellement, est à 43%. La compétition dans le Colorado est une compétition assez intéressante parce que le démocrate a surtout insisté sur les dossiers des femmes durant la campagne électorale. Dans le New Hampshire, vous le savez, Scott Brown, qui est un républicain qui était sénateur dans le Massachusetts, s'est présenté dans le New Hampshire
il est à 45,5% derrière la démocrate Jean Shaheen, qui est à 48,4%. Là encore, c'est une compétition assez intéressante. J'ai une question rapidement avant que vous continuiez avec les statistiques. Il y a les anecdotes, et surtout pour la communauté haïtienne, la population haïtienne, d'habitude qui pensent que les républicains sont contre la minorité et les républicains sont surtout pour les gens qui sont beaucoup plus riches et donnent pas le choix aux femmes de choisir. Bon, ça dépend de... Bon, bien entendu, il y a cette lutte idéologique en démocrate et républicain. Pendant les derniers jours de la campagne, les analystes politiques ont dit que, étant donné que les démocrates n'arrivent pas à parler de ce qu'on appelle ici aux États-Unis issues, donc des dossiers importants pour le peuple américain, donc ils parlent seulement de deux sujets, la question des femmes et la question des minorités. Chaque parti politique aux États-Unis a une idéologie. En fonction de cette idéologie, il offre en tant que parti un choix. Et bien entendu, en fonction de ces choix idéologiques, on constate que les partis démocrates et républicains aux États-Unis ont un certain nombre de ce qu'on appelle en anglais constituencies. Ça veut dire des gens, des groupes spécifiques qui sont en train de supporter ces partis. Par exemple, au niveau du secteur privé, étant donné que les républicains, en fonction de leur idéologie politique, on trouve souvent que les chambres de commerce supportent les politiques républicaines, tandis que les syndicats, une grande partie des syndicats supportent les démocrates. En fonction de leur position sur l'avortement, les républicains sont pour la plupart contre l'avortement aux États-Unis. Donc, c'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup d'églises et de gens du secteur religieux qui supportent les républicains à cause de leur position et les gens plus ou moins libérales supportent les démocrates. Donc, mais en même temps, on dit aussi les démocrates ne représentent pas la volonté du peuple, selon certaines analyses. On dit aussi les démocrates ne représentent pas la volonté du peuple. Bon, les deux partis représentent la volonté du peuple. Les partis, en général, le nombre de personnes qui supportent les démocrates aux États-Unis, c'est à peu près 30-35%. Les gens qui supportent les républicains sont à peu près 30%. Donc la capacité pour les démocrates et les républicains de gagner les élections dépend de la capacité d'un de ces partis-là à influencer la grande majorité qui sont des indépendants. Donc, si vous faites une analyse des élections aux États-Unis, vous allez voir que à chaque élection, le parti qui arrive à influencer le plus les indépendants, c'est ce parti qui va gagner les élections. Le parti qui va gagner ce soir, c'est le parti qui va, dans un grand nombre d'États, qui va influencer les indépendants. Et les indépendants sont influencés non par l'idéologie de ces deux partis, mais surtout par leur position sur l'économie et certains dossiers importants pour le peuple américain. Donc, est-ce que ce soir, ce sont les républicains? Est-ce que ce sont les démocrates qui vont gagner? Ça va dépendre de la capacité de chaque candidat. Il faut dire aussi que dans ce genre d'élection, toute politique est d'abord locale. Les gens qui sont en train de voter dans le Colorado ne votent pas pour les mêmes thèmes, les mêmes sujets que les gens qui sont dans la Caroline du Nord. Il y a des dossiers qui sont importants dans le Colorado, comme par exemple la légalisation de certaines drogues, tandis que ce sujet-là n'est pas important pour la Caroline du Nord. Par exemple, en Louisiane, la politique de l'énergie joue un rôle important dans les élections de la Louisiane, tandis que ce dossier n'est pas important pour la Virginie. Donc, chaque État a un ensemble de dossiers qui est important pour les populations locales et ces populations sont en train de voter en fonction de la performance du sénateur en fonction sur ces dossiers et par rapport à ce qu'offre
ce que va offrir ou bien ce qu'offre le candidat qui est en face. Donc je disais que de la Caroline du Nord, Tom Tillis, le républicain, est à 1/10 de point de Kay Hagan, qui est la sénatrice en fonction, qui est à 44,9%. En Georgie, David Perdue est à 45,8%, 3/10 de point, de Michelle Nunn qui est à 45,3%. Michelle Nunn, c'est la fille du sénateur Nunn qui est très connue en Haïti à cause du rôle que son père a joué en 1994. Vous savez qu'à cette époque, suite à la requête de l'ancien président Aristide, un débarquement militaire américain allait avoir lieu. Les avions, les bombardiers américains étaient déjà dans l'air grâce à l'intervention du sénateur Nunn, du président Jimmy Carter et du général Colin Powell. Mais ils avaient négocié à la dernière minute un accord qui a évité le débarquement brutal de l'armée américaine en Haïti. En Arkansas, le républicain Tom Cotton est à 48,2% en avant de Mark Pryor, qui est le sénateur sortant à 41,2%. Dans l'Alaska, Don Sullivan est à 46,4% par rapport à Mark Begich, le démocrate, qui est à 44,2%. Au niveau de la Chambre des représentants, donc les députés, les sondages donnent les républicains dans une très bonne position avec la possibilité de gagner 8 sièges. Tandis qu'au Sénat, il y a 3 scénarios. Il y a un premier scénario où les démocrates gardent la majorité au Sénat. Il y a un deuxième scénario où ce sont les républicains qui vont gagner la majorité avec 2 ou 3 sièges. Il y a un troisième scénario où peut-être on peut aboutir au fait qu'il y a 50 sénateurs républicains et 50 sénateurs démocrates après les élections. Dans le cadre de la structure politique américaine et l'organisation de la politique américaine, ce serait au vice-président des États-Unis, qui est le président temporaire du Sénat, M. Joe Biden, qui va trancher et donner la majorité aux démocrates. Donc, Stanley Lucas, il faut qu'on observe une pause rapidement et puis on va revenir avec d'autres questions et la conclusion. Et puis, juste pour finir en 30 secondes, je dirais qu'il y a une possibilité aussi qu'il y a 3 sièges au Sénat, que demain matin, on n'a pas les résultats et il y a possibilité qu'il y ait un deuxième tour en janvier. Wow. D'accord, reste en ligne, hein? On va revenir. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, Autoroute Expressway 96.1, invitez-nous après-midi en Stanley Lucas, en direct de Washington, spécialiste en développement politique, qui vraiment expliquer nos des statistiques, nos déroulements, comment que l'élection a déroulé un peu partout à travers les États-Unis. Vous connaissez qu'il faut que nous changions le langage pour nous permettre à toute la population entière à comprendre toute ça n'a dit au Stanley Lucas. Question, est-ce que malgré des différents d'idéologie, de appartenance républicaine ou bien démocrate, c'est un désavantage pour mon pas à voter, c'est un avantage pour mon voter? Est-ce que c'est essentiel pour voter que ou en partie ou quoi, que qu'on issu qu'on pas d'accord avec, mais faut qu'on vote? Et merci pour la question ça. Et une bagaille qui doit affecter l'élection ça, c'est 2 bagailles que liées. Premier bagaille là, c'est taux de participation en fonction du nombre démocrates et conseil de États que les États du Sud des États-Unis. Si par exemple, moun qui noir pas voté, et démocrate n'a qu'à. Et si taux de participation moun qui noir américain qui noir dans élection ça et dans la zone sud des États-Unis, et participation moun noir très important pour démocrates. Vous connaissez que dans la dernière élection présidentielle qui était faite, 83% américains qui noirs, c'est président Obama et qui a été voté, et c'est une bagaille qui t'a aidé que démocrates viennent prendre un pile siège dans l'élection, parce que dans la zone sud là, traditionnellement, c'est républicain qui toujours bien mené.
Ça, c'est une bagaille qui est important. Deuxième bagaille là, c'est, et ça relève en anglais, ground game. Ça veut dire que chaque parti ça yo une stratégie que vous mettez en place pour garantir que moun pa yo sorti pour aller voter. Et dans l'élection, ça particulièrement, l'hyper important pour les démocrates que ça relève en anglais ground game, non? Ça veut dire une stratégie qui peut permettre de mobiliser moun pa yo pour aller voter, mais il va jouer un rôle important. Si démocrates au niveau de ground game yo, donc stratégie pour mobiliser moun yo, bien marché, mais à ce moment-là, il y a une belle soirée électorale, les résultats ont commencé à rentrer. Est-ce que c'est de même pour les Haïtiens candidats? Pardon? Est-ce que c'est de même pour les Haïtiens candidats? Bon, pour les Haïtiens qui candidats, il y a une bagaille que nous remarquons, particulièrement à la politique américaine. Et pour nous remarquer, c'est qu'il y a 25 élus haïtiano-américains à travers les États-Unis. Et un paquet à soi, une quinzaine qui candidats dans l'élection aujourd'hui. Et reste, ça veut dire que zone côté haïtien qui candidat que nous devons observer et qui a importance. Premièrement, c'est notre Miami, côté où on va remplacer Lucie Tondelo. Et bon étranger, avec des gens qui sont haïtiens américains, et qui candidat, qui était deuxième de Lucie Tondelo, qui est le Burns, M. Paul prend des propositions. Et bon haïtien qui candidat dans la position ça à tout, nous devons le ton tijan derrière, mais semaine qui se passe, il remonte en pile dans le sondage et pour la première fois, il est devant. Donc, c'est une risque pour nous garder. Deuxième risque pour nous regarder à Soya, c'est par exemple, meilleur Joseph McKendall Champagne, dans la zone New Jersey. Et monsieur, son haïtien. Qui est supposé réélu. Et on est nous attend pour moins tête graine. Et zone, 3%, et au voté pour monsieur quand même comme nèg noir. Alors dit que dans la politique américaine, il n'y a pas voté en fonction de couleur ou en fonction de cheveux qui graine, mais il vote en fonction de dossiers qu'on défend. Alors dit que sous son candidat ou défendre dossier économique, dossier social, dossier politique pour nous bien, il n'y a pas besoin de garder couleur pour nous défendre. Troisième côté pour nous garder à soi en tant qu'haïtien, c'est non État que les Utah. Pour la première fois, un haïtienne qui candidat au Sénat, pour la Chambre des représentants, s'il passait dans l'élection ça, la première haïtienne qui a rentré dans le Congrès des États-Unis, il est mis à l'ordre. Bien entendu, dans New Jersey, il y a à peu près 5 haïtiens qui candidats pour différents postes. Dans New York, il y a 4 ou 5 tours. En Floride, il y a 6 ou 7. Et donc, c'est ça, nous connaissons à peu près 15 à 17 candidats haïtiens-américains dans l'élection qu'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Stanley. Une question pour notre collaborateur, Molo Scott. Alors, Stanley, nous saluons. On a dit que, est-ce que, comment trouver ici par hasard haïtiens et qui ont même haïtiens-américains qui arriver et rentrer dans le Sénat ou député A, qui avantage qui sont capables de joindre haïtiens qui ont même capables de vivre en Haïti? Et merci pour la question ça, Molo Scott. Dans le système politique américain, plus ou bien moun qui sorti même côté avec ou, qui là-dedans, c'est plus que bon pour vous. Les il y a des problèmes qu'on a besoin de régler, les ou bien moun dans la communauté haïtienne, qui est haïtien américain, ou bien haïtien américaine qui rentre dans le système là, mais là, il y a des bagages pour régler dans le système politique là, ou carré ou pour aider à régler. Ça veut dire que pour haïtien, quel que soit haïtien qui réussit dans l'élection, quel républicain, quel démocrate, il est bon pour nous en tant qu'haïtiens. Donc c'est pour ça, et nous-mêmes, comme communauté haïtienne qui travaille aux États-Unis et qui est aux États-Unis, il y a deux bagages qui sont importants pour nous augmenter le nombre d'haïtiens qui sont dans le système politique américain. Premier bagage pour nous faire, il faut augmenter le niveau d'éducation civique peuple haïtien qui a une nationalité américaine qui vivent ici. Il y a un pile là de l'air, ils n'ont pas voté, ils n'ont pas participé dans la politique américaine parce que dans la tête, ils ont peur que même bagaille ils ont vivre dans la politique dans le pays d'Haïti, pour te gagner nassou, malek arrive à faire politique, bagaille ça va exister aux États-Unis. Pour faire politique sans problème, pas aucun mal en dessous. Ça est le premier bagaille pour nous travailler sur lui, pour nous augmenter la participation haïtienne qui va voter dans l'élection et bah plus de détails sur qui gens ont participé dans l'élection ça. Deuxième bagage qui est important pour nous, en tant qu'Haïtiens qui vivent aux États-Unis,
quelqu'un haïtien ou haïtienne qui candidat et pour républicain ou bien pour démocrate, depuis yo bon, et bien li bon pour nous. Mais pour yo bon, yo besoin d'argent. Parce que dans la politique américaine, loi fait politique, sous pas gain dégoût dans la poche, c'est très difficile pour élu. Donc dans ce sens ça, moi je pense que ici aux États-Unis, dans différents États, il faut identifier une trentaine de Haïtiens qui ont l'argent, qui ont capacité, qui réussissent dans la société américaine pour nous mettre en place, ça en anglais, un PAC, Political Action Committee. Donc, le comité ça, c'est ramasser l'argent pour aller financer tout candidat haïtien qui est au démocrate, qui est au républicain, les élections aux États-Unis. Il y a des côtés et il y a des laits, nous, haïtiens qui perdent une élection pour 500 votes, alors que dans la zone qui perd l'élection pour 500 votes là, il y a 3000 haïtiens qui ont voté, qui n'ont pas voté. Des autres, ça va devoir continuer. Donc, bon jeu fort d'organisation politique des haïtiens aux États-Unis pour nous cas plus fort dans le système politique américain. Juifs, il y a des laits qui ont réussi dans l'élection. Il y a des côtés, ces minorités qui ont eu, c'est parce qu'il y a un pacte qui faut qui gagne pile organisé. Qui a financé mon bail. Fritz, une dernière question? Oui, pour qui ça que M. Lucas pas prendre charge, il faut le faire ça parce que c'est une question d'avoir posé la cause de l'argent qui pas gagné parce que pour faire élection qu'on a coûté en pile l'argent et pour qui ça que dans position que y a ou pas organisation en comédie pack ça pour aider Haïtiens M. Lucas. Moi je suis pas haïtien américain et je suis haïtien qui mieux et pas de nationalité américaine. Si je une nationalité américaine, il va forcément fait. Je suis candidat déjà tout. Je suis bon tout, oui. Parce que quand pile blanc vient de M, quand je demande pour ça me pas naturaliser mais américain. Et nèg yo bon tout bon et quand pile qui te vient de moi pour me naturaliser pour mal candidat pour yo parce que yo me t'a un candidat méchant. Donc malheureusement heureusement no more time for donc en tant qu'haïtien qui réside aux États-Unis, il y a des limites de bagages que nous avons fait. Il y a des bagages dans le cas d'élection américaine, en tant que monde qui n'a pas de nationalité américaine et qui réside dans, il y a des bagages qui ont aidé, mais il y a des autres bagages qui ne peuvent pas entrer là-dedans parce qu'ils n'ont pas de nationalité. On prend une question pour rapidement avec Ralph. Vas-y, Ralph. Monsieur Stanley Lucas, nous sommes bien contents que pour interview ça, que nous édifié. Mais est-ce que aussi, si la communauté haïtienne pas joué rôle pour jouer, est-ce que la diplomatie haïtienne, c'est pas parce qu'elle fait tout au niveau de consulat, au niveau de ambassadeur, ou bien ministère des Affaires étrangères, là, si tu connais que nous sommes force et nous représentons une plus gros bailleur de fonds pour le pays d'Haïti, est-ce que c'est pas ça crivé là tout? Bon, et en fonction de conventions qui existaient au niveau diplomatique, et en consulat et ambassade, pas qu'à jouer aucun rôle dans sa politique domestique des États-Unis, notamment les élections. Et c'est pas un rôle, et il n'y a pas de responsabilité ça, et l'État inapproprié pour y rentrer, non, comme si à participer dans le processus électoral aux États-Unis. Ou songez les Woody Moïse, des candidats par rapport à un membre Congressional Black Caucus, Congresswoman Ambi en bas de la Floride, là, où est qui j'ai indiqué, le président va venir parler. Congresswoman Carrie Meek? Pardon? Congresswoman Carrie Meek? Et pas Meek. Frederica Wilson. Frederica Wilson. Frederica Wilson. Et c'est ça. L'idée dit que, parce qu'il suspecte de force haïtienne dans la zone. Donc, c'est haïtien qu'américain qui est aux États-Unis et qui doit travailler dans ce sens. Moi-même, je m'ai proposé association des élus haïtiano-américains et 25 élus, comme son spécialiste en développement politique, moi, quand je fais ça bien, et la loi ici aux États-Unis permet, moi, comme monde qui résident, conseiller de travail au niveau de éducation civique et mobilisation haïtien-américain aux États-Unis, la loi permet, moi, en tant que monde qui résident, faire travail ça. Il y a des bagages qui rentrent là-dedans. Et faut mal regarder la loi pour moi, est-ce qu'il permet moi comme haïtien qui réside aux États-Unis travailler sur question d'argent tout. Si ça qu'a fait même pas aucun problème bah écoute mais parce que plus de haïtiens qui dans le système là, qui est démocrate, qui est républicain bon moins. Stanley Lucas, merci en pile, ou qu'on est en pile auditeur captadé cap 17 yo, mais pour qui ça Stanley Lucas c'est toujours haïtien, est-ce que il y a des ouvertures pour notre pays? N'a pas quitté ça avant l'autre là. Bon, moi-même, et si pas le ministre, bien content, si pas le ministre là,
voilà, il faut pas changer nationalité. Et moi, remercier pays ça, d'être qu'il bonne opportunité de vivre là-dedans en tant qu'un monde qui réside légalement aux États-Unis. Donc, moi-même, ma première nationalité haïtienne. Et puis, ma maté sous politique en Haïti. Donc, nous toujours disponibles, et quelle que soit la question, nous toujours là. Mais donc, 2016, on peut avoir Stanley Lucas candidat? Pardon? J'ai dit en Haïti, on peut avoir un Stanley Lucas candidat à la présidence? Bon, je ne connais pas, il y a à peu près 5 partis politiques qui te voient chez moi. Et je t'arrive que je viens dans tête 5 partis ça. Bon, je ne connais pas, regarder. D'accord. Quitter pour, comment on l'a dit, ça bon Dieu pour quitter pour, qu'est-ce qui va avoir comme oublié? La valasse pas qu'à voir là, on va comme ça. Merci beaucoup Stanley, à la prochaine, n'a une fois de plus, Roi Pavano, merci en pilin.